Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir pour cette conférence en visio organisée par le Muséum de Bourges et donc dont je suis aujourd'hui très heureuse de participer en tant que partenaire de ce projet à Centre Sciences. Euh, Conférence donc de Pascal Blanchard, Sébastien Machin va vous présenter. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là ce soir avec nous. Ravie de vous rencontrer, puis que vous nous fassiez partager ce sujet absolument passionnant. Sébastien va également vous présenter la technique par rapport à l'interface qui est gentiment prêtée par la ville de Bourges. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Pascal Blanchard, historien du fait colonial, co-directeur de l'ACHAC, et qui participe à de très nombreux projets autour de la question de la migration, de l'histoire coloniale. Et puis je suis ravi d'accueillir un ami de longue date. Ça me fait vraiment plaisir. La prochaine fois, on le fera en présentiel, mais je suis ravi, Pascal, de t'accueillir pour cette conférence qui, je sais, va être passionnante. Donc le titre, c'est Qu'est-ce qu'ont fabriqué les os humains? Retour sur l'histoire. Voilà, Pascal, ben, c'est à toi. Merci pour cette conférence. Eh bien, mille merci pour cette invitation ce soir. Je suis presque un peu à Bourges, c'est très bien. La technique nous permet comme ça d'arriver à communiquer malgré cette période complexe. Et ce soir, on a choisi d'aborder l'effet produit, la matrice sur le monde qu'ont amené les os humains. Très souvent, on aborde les os humains pour les faire découvrir. Mais maintenant, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de travaux, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de films, beaucoup d'expositions. Sébastien en connaît quelques-unes. C'est de quoi je veux parler, notamment au musée du Quai Branly en 2011-2012, exhibition L'invention du sauvage. On parlait de la thématique, du sujet. Qu'est-ce que les os humains? Je vais juste ouvrir la conférence quand même pour revenir un petit peu sur le phénomène. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir en fin de compte en quoi les os humains ont contribué à un certain nombre de phénomènes. Et des phénomènes assez nombreux qui sont liés à l'histoire coloniale, mais qui peuvent être aussi à l'histoire de la construction du monde, de la manière dont les identités se sont fabriquées, de la manière dont on a représenté l'autre à une époque importante, puisque le 19e et le 20e siècle ont été des siècles de construction des identités. Et en plus, on a affaire avec les os humains à un phénomène qui est souvent oublié dans sa dimension internationale. C'est tous ces éléments-là que je voudrais essayer de mixer dans cette conférence pour arriver à mesurer justement l'effet produit. Et après, pouvoir échanger avec vous justement sur l'analyse, sur ces effets, sur la société, sur les regards, sur les politiques publiques, sur aussi la matrice du monde qui va se créer à travers les os humains. Alors déjà, pour commencer, une micro retour en arrière sur l'histoire des os humains. La définition même des os humains, qui est un terme qui a été calqué pour arriver à définir des choses extrêmement diverses, parce que conceptuellement, tout le monde arrivait à comprendre ce que ça voulait dire, c'était exhiber des hommes, je dirais, comme des animaux. Pas forcément à l'identique des animaux, mais les exhiber de la même manière que l'on venait voir des bêtes curieuses. C'est le principe même à la fois de ce qu'on a appelé les ethnic shows, avec des populations dites exotiques, ou des freak shows, c'est-à-dire des monstres de foire, que vous avez en tête. Vous avez tous en tête le film Elephant Man pour imaginer le processus, que ce soit le processus d'exhibition des monstres, comme on les appelait à l'époque, ou l'exhibition des exotiques. Le public qui se rendait à ces spectacles, qui allait à peu près dans la même, je dirais, typologie de la visite. C'était de la curiosité. On allait voir autant en termes de curiosité des populations qu'on ne rencontrerait jamais, donc des populations lointaines et exotiques, qu'on allait voir des populations monstrueuses ou dites monstrueuses ou fabriquées comme monstrueuses pour les biens du spectacle. Donc ce terme de zoo humain, déjà, il englobe une typologie extrêmement large, puisque ça peut être des spectacles de foire, tels que vous pouvez les voir d'ailleurs et les imaginer avec Elephant Man, le film, ou Man to Man de Régis Varnier, avec des populations exotiques, des nains pour l'Angleterre victorienne. Ça peut être des exhibitions coloniales à l'intérieur des grandes expositions universelles, qui vont à partir de 1851 commencer à essaimer à travers le monde. Ça peut être aussi à travers des pavillons et des exhibitions coloniales dans des expositions très spécifiquement coloniales. Et là, c'est à partir de 1883 avec la première exposition coloniale au monde à Amsterdam. Ça peut être aussi à travers ces villages itinérants qui ont traversé toute l'Europe, tous les pays européens, et qui ont connu ce qu'on a appelé des villages ethniques, des villages noirs, des villages africains, des villages indochinois, des villages arabes, qui étaient de véritables spectacles qui fonctionnaient un peu comme des cirques, puisqu'on venait construire un village à l'intérieur, soit d'une petite exposition, soit même du village en tant que tel ou de la ville, et qu'on venait présenter des populations pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Ça peut être aussi des spectacles qui s'intégraient directement dans des troupes qui tournaient dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Japon et de dimension internationale, et qui étaient des troupes dites d'artistes, mais qui jouaient autant sur l'exotisme que sur l'artistique dans leur mode de spectacle. Et ça peut être des exhibitions ethniques dans le monde du spectacle en tant que tel, c'est-à-dire des théâtres, comme on a vu à Paris, la plupart des grands théâtres dont vous connaissez les noms, les Folies Bergère, le Casino de Paris, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, tous ces lieux ont aussi été des lieux d'exhibition de soi-disant sauvages à l'époque, puisque ça faisait partie d'un monde du spectacle. Tout ça englobe ce concept des zoos humains. Alors, les zoos humains ont aussi une temporalité dans leur période, ou du moins dans leur définition contemporaine. On a de tout temps exhibé l'autre. Ce n'est pas nouveau. Dès les Romains, il y avait l'exhibition existait. Elle existait dans les jeux du cirque, quand des populations lointaines étaient ramenées des conquêtes. On était encore dans ce rapport d'une exhibition qui montrait à la fois la victoire et celui qui avait été vaincu, mais on était déjà dans une exhibition qui fascinait aussi par l'ailleurs. Mais le phénomène va surtout prendre une accélération avec la découverte des mondes, où vous allez avoir quelques spécimens qui vont être amenés au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle en Europe. On pense à Christophe Colomb notamment qui ramène des Indiens. On pense à quelques populations qui sont ramenées sur les marges des premiers comptoirs africains. On pense à des populations orientales qui vont être présentées. On est encore dans quelque chose qui n'est pas le monde du spectacle grand public. On est encore dans quelque chose qui se résume, si vous préférez, à un monde très aristocratique ou bourgeois, où quelques personnes, qu'on appelait spécimens d'ailleurs à l'époque, quelques personnes vivantes vont participer dans différentes cours ou lieux d'exhibition qui ne sont pas encore des lieux d'exhibition structurés et vont être exhibés auprès d'un tout petit nombre de personnes. Et puis, le début du 19e siècle va voir s'accélérer énormément le phénomène en parallèle en fait de la découverte des mondes. Et on prend toujours comme élément un peu de basculement, moment charnière, l'exhibition de la Vénus Hottentote qui a été exhibée entre Londres et Paris entre 1810 et 1815, au début donc du 19e siècle, comme un moment charnière. La Vénus Hottentote avait été acquise, achetée en tant qu'esclave par son impresario en Afrique du Sud et ramenée sur Londres et typiquement montrée comme un phénomène de foire à la double charnière déjà du phénomène du freak show et du ethnic show, puisque son corps, que l'on présentait comme difforme, et vous avez dû le voir dans le film qu'a fait Keshish Vénus Noire, était présenté comme un corps étrange, un corps anormal, et en même temps, son anormalité se doublait d'une perception très spécifique des populations africaines à l'époque. Et à travers elle, à travers rien que ce nom de Vénus Noire, elle s'appelle Saartjie Baartman, qui était son nom, non pas son nom d'origine, mais son nom donné en tant qu'esclave, faisait qu'elle était présentée déjà comme un phénomène d'exception. Et on qualifie très souvent le début du processus des zoos humains avec cette exhibition de la Vénus Hottentote, parce qu'au-delà d'avoir été exhibée, je le dis bien à Londres et à Paris, dans à peu près avec tous les éléments caractéristiques de ce qui va composer un zoo humain, et avec déjà une communication à travers les supports de l'époque, bien entendu, où les impresarios annonçaient dans la presse de l'époque les spectacles et où ils devaient avoir lieu, la Vénus Hottentote a aussi été considérée par le monde de la science, et je pense notamment à Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, comme un phénomène qu'il fallait étudier. Je prends bien le terme de l'époque, un phénomène qu'il fallait étudier. Et son corps, de son vivant, a voulu être étudié par Cuvier et par d'autres scientifiques, notamment en France, et à son décès, son corps a été totalement un objet de science et de savoir pour justement travailler déjà à l'époque sur cette idée du chaînon manquant qu'aurait pu symboliser la Vénus Hottentote. Donc on voit bien qu'elle est déjà, au début du 19e siècle, coincée, je dirais, entre deux mondes, entre le monde de la science, le monde du savoir, le monde, d'une certaine manière, à côté du spectacle, de la mise en scène. Elle va donc inaugurer un processus que l'on peut qualifier à partir de ce moment-là, de croissant. Alors là, on a très peu de troupes et d'exhibés au début du 19e, et plus le processus va s'inscrire dans le siècle, plus le nombre de troupes et l'organisation des zoos humains va devenir une mécanique. On situe très souvent le deuxième tournant au 19e siècle autour du milieu du 19e siècle, 1850-1860, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'aux États-Unis, ce monde du spectacle que vous avez un peu en tête si vous pensez à Barnum, si vous pensez un peu à ces grandes villes américaines du début du milieu du 19e siècle, vous aviez comme ça ces troupes itinérantes, telles des cirques, qui traversaient déjà l'Amérique et qui vont amener plus tard à Buffalo Bill et qui amènent déjà une modernisation de la mise en scène de ces spectacles avec de véritables professionnels du monde de la mise en scène et qui vont être dans la démesure américaine. Et en même temps, en Europe,
le nombre de populations amenées va énormément augmenter à partir de ce moment-là, pour deux raisons essentielles. D'abord parce que les empires coloniaux sont croissants, et aussi parce que le phénomène de la découverte de terres nouvelles développe, si vous préférez, chez les publics, une sorte de curiosité et d'intérêt pour rencontrer ces populations. Et donc, on va plus simplement faire venir un spécimen unique, comme on a fait avec la Vélus autantote, mais on va commencer à faire venir des troupes comme les Zoulous, par exemple, à Londres, en 1853, et on va commencer à faire venir des Indiens d'Amérique, on va commencer à faire venir par petites troupes, 4, 5, 6, 7 en Europe, chaque année, et qui vont commencer à s'inscrire dans des lieux de plus en plus marquants. Surtout qu'au même moment, émerge un nouveau phénomène qui est le phénomène des expositions universelles. La toute première en 1851 à Londres et la seconde à Paris en 1855. Qui, eux, vont. Une expo universelle, c'est quoi? C'est une volonté de reconstituer le monde pour le public qui va venir la visiter avec des mises en scène qui vont faire voyager ces publics. Et on imagine bien tout de suite, petit à petit, comment va se rencontrer les deux mondes. Le monde de l'exhibition humaine et le monde de la mise en spectacle du monde. Et les expos universelles vont devenir, après celle de 1867 à Paris, 1878 à Paris encore, 1889, les expositions hollandaises de 1883, la grande exposition de Chicago en 1893, vont devenir des lieux où on va reconstituer à travers les pavillons ces mondes lointains. Et la reconstitution absolue, je dirais la plus cohérente, la plus complète, c'est de reconstituer à la fois des univers visuels, du bâti, des bâtiments, des univers végétaux, et à l'intérieur de ces espaces, de proposer aussi une présence humaine, dite exotique, et d'hommes comme d'animaux. Et là, vous commencez à rentrer dans le zoo humain de plus en plus spectaculaire. Vous commencez à rentrer avec les expositions universelles dans pas simplement des reconstitutions de l'autre mise en scène avec, je dirais, un spectacle de foire, mais toute l'intentionnalité des impresarios à ce moment-là, des organisateurs de ces expositions, ça va être de reconstituer le voyage vers l'ailleurs. On va commencer à associer animaux et hommes. On va commencer à essayer de reconstituer des mondes, vrais ou faux d'ailleurs, mais qui fabriquent de l'exotisme. Et là, le zoo humain va s'accélérer en termes de mécanismes. Il va devenir, si vous préférez, de plus en plus omniprésent dans ces grandes expositions, et il va répondre à une attente du public croissante. Soyons clairs, s'il n'y avait pas eu une demande du public et une fascination du public, il n'y aurait pas eu de zoo humain. S'il n'y avait pas eu une attente de population en Europe, aux États-Unis et au Japon pour découvrir ces populations dites exotiques, il n'y aurait jamais eu autant de troupes qui sont venues. C'est parce qu'il y a cette demande sociale, cette demande populaire. On s'inscrit dans la culture de masse à cette époque-là, et c'est des gens qui ne voyagent pas. La plupart de nos arrière-grands-parents savaient qu'ils ne verraient jamais les Galibis de Guyane, savaient qu'ils ne verraient jamais les Zoulous, savaient qu'ils ne verraient jamais les populations des caravanes égyptiennes ou des populations indochinoises ou des populations aborigènes d'Australie. Ils savaient qu'en allant à ces spectacles, d'une certaine manière, ils allaient à la rencontre du monde et d'un monde qu'ils ne verraient jamais de leur vivant, parce que très peu de gens, en fin de compte, voyageaient vers l'ailleurs à cette époque-là. Et donc les zoos humains vont d'un seul coup devenir dans un point de bascule à partir des années 1870-1880, vont se généraliser à peu près dans toute l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, bien sûr. Allemagne d'une manière essentielle, puisqu'on l'a tous oublié, l'Allemagne avait un empire colonial à l'époque, et la plupart des grands impresarios européens vont être fixés en Allemagne, notamment à Hagenbeck, à Hambourg, qui va, lui, d'une certaine manière, l'histoire d'Hagenbeck à partir de 1877 est assez fascinante, puisque c'est en ramenant des animaux, il va se rendre compte que le public est plus fasciné dans un spectacle qu'il organise par ceux qui accompagnent les animaux que par les animaux eux-mêmes. Et de là, il va développer ce processus des troupes d'une manière incroyable. Et aujourd'hui encore, si vous allez à Hambourg, le zoo d'Hagenbeck existe toujours. Et quand on arrive sur la porte centrale, vous avez d'un côté immense bronze avec un Indien, et de l'autre côté, vous avez les animaux et les lions. Et ce symbole-là, même de ce qu'a été la manière de penser le monde d'un Hagenbeck, donc un impresario privé, va montrer à peu près cette dynamique de ce qui fascinait nos aînés, nos ancêtres, si vous préférez, dans ce monde du spectacle. Et là, la mécanique du zoo humain va s'accélérer de manière totalement incroyable. Pourquoi? Parce que dans le même temps, vous avez de plus en plus d'expositions. Vous avez de plus en plus de demandes de spectacles. Vous avez de plus en plus d'impresarios qui vont tenter de répondre à ces demandes. Ce qui fait qu'on va passer de 7, 8, 10, 9, 20 troupes par an à peut-être 100, 200, 300 troupes par an qui tournaient en Europe, aux États-Unis comme au Japon. Et d'un seul coup, le phénomène va devenir massif. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement faire venir les gens dans les grandes expositions, dans les grandes capitales, Paris, Bruxelles ou Londres ou Berlin. On va de plus en plus évoluer aller vers les populations. Et les villages itinérants, notamment, vont être, qui passaient donc de ville en ville, qui pouvaient rester 15-20 ans dans un pays, voire traverser les frontières, aller dans des pays à côté, vont devenir, dans l'absolu, la manière d'emmener le zoo humain au plus proche des gens.
Et la plupart, si vous prenez un pays comme la France, des villes françaises, on va dire de plus de 50 000 habitants, ont connu des œufs humains à l'époque, à travers ces villages noirs. Et on venait s'y divertir le week-end. On venait voir les sauvages. On venait découvrir les mondes ailleurs. On venait se promener à l'intérieur du village reconstitué. On venait le jour où il y avait le combat des lutteurs sénégalais. On venait découvrir la procession. On venait venir le moment où tout le monde allait à la mosquée qui était reconstituée à l'intérieur du village. Tout ça devenait une attraction incroyable et permettait en même temps de rentrer dans une forme de dialectique du monde, de découvrir ces populations lointaines. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec les deux grands phénomènes du 19e siècle qui, dans le même temps, sont en modulation de croissance? C'est-à-dire la science, qui s'intéresse de plus en plus à ces mondes lointains, à ces populations lointaines, à créer une sorte de cartographie du monde, à tenter d'écrire d'une certaine manière la logique du monde à travers ces nouvelles populations qu'on trouve, et à côté de ça, l'histoire des grands empires. Puisque les empires coloniaux, dans la même période, vont se développer. Eh bien, c'est tout l'intérêt de ce qui démarre, vous l'avez bien compris, dans le monde du spectacle. Au départ, les œufs humains, c'est d'abord une affaire d'offres et de demandes. Il y a un public qui est avide de découvertes, où la matrice qui est la sienne, c'est la curiosité. Et ce public va aux œufs humains parce qu'il veut voir des populations dont il a entendu parler, dont il sait qu'elles viennent d'être découvertes, où la grande presse en a parlé. Et là, on est dans le niveau 1 du zoo humain. Mais le zoo humain répond aussi à une deuxième problématique qui est celle de la science. Et c'est un moment fondamental parce que nous, on perçoit aujourd'hui que ceux qui ont été les anthropologues, les ethnologues de l'époque, les grands auteurs sur le monde savant pour écrire la construction du monde, travailler sur ces populations, on imagine qu'ils voyageaient aux quatre coins du monde. Mais la plupart d'entre eux avaient, en fin de compte, pas forcément cette possibilité de voyager au très lointain. Et l'arrivée en Occident de toutes ces populations qui arrivent des quatre coins du monde va donner à la plupart des savants, à partir de 1870, un potentiel de population à étudier incroyable en Occident. Ce qui fait qu'en gros, tous les matins, vous aviez des savants qui allaient se rendre au jardin d'acclimatation, à telle ou telle troupe, dans telle exposition, pour aller mesurer des crânes, travailler sur les populations, enquêter sur elles et construire donc dans le même temps tout le discours savant sur l'organisation du monde à travers les races. Cette matrice qui va se construire entre monde de l'exhibition et monde du spectacle et monde savant est un des éléments majeurs du zoo humain, puisque ces spécimens vont à la fois servir aux savants pour écrire ce récit et dans un temps second vont d'une certaine manière aussi permettre, si vous préférez, de construire une façon même de voir ces mondes qui étaient tellement lointains et ces populations dont on parlait ne semblaient pas réelles. Et d'un seul coup, elles deviennent réelles à la fois pour le grand public et elles permettent aux savants d'illustrer leurs propos à travers leur présence. Ce qui va démultiplier l'intérêt justement sur ces populations lointaines et va les rendre extrêmement proches en termes de visite. Et bien entendu, il va y avoir un rapport qu'il faut comprendre. La construction raciale qui se fait à ce moment-là. Pour faire à peu près simple, d'une construction d'une hiérarchie du monde qui va se fixer dans les opinions publiques, va d'un seul coup devenir démonstrative avec le zoo humain. Aller au zoo humain, c'est avoir la preuve de ce que disent les savants sur des populations qui seraient plus arriérées, qui ne seraient pas au même niveau que les Occidentaux, qui se hiérarchiseraient par rapport à la population qui vivent en Occident. Et donc, ils vont aussi rentrer dans un monde de spectaculaire, si vous préférez, où chaque population sauvage, ou plus ou moins sauvage, telle qu'elle est la dialectique de l'époque, va les positionner dans le monde de l'exhibition à travers cette sauvagerie. On n'exhibe pas un caucasien, un japonais, de la même manière qu'un lapon, un indien galibi venant de Guyane, ou les populations, par exemple, aborigènes, zoulous ou autantotes d'Afrique du Sud. C'est-à-dire que dans l'exhibition, il y a aussi hiérarchisation. D'ailleurs, quand une troupe de caucasiens sera apparue au jardin d'acclimatation, comme une troupe de japonais d'ailleurs, ils feront mettre une pancarte spéciale en expliquant qu'ils ne sont pas des sauvages. C'est-à-dire qu'il y a même cette perception de ne pas être perçu à ce moment-là comme un sauvage par certains. On est aussi dans le zoo humain, dans une démonstration vivante, dans un temps où, je vous le rappelle, n'existe pas le web, la télévision, le cinéma, n'existent pas les masses médias d'aujourd'hui. Le zoo humain, c'est le journal de TF1 du soir. C'est là où d'un seul coup, le monde se met à vivre et à fonctionner. Et donc, le discours savant doit être en phase, quelque part, avec le discours du réel qui est vu. Ça ne veut pas dire que tous les visiteurs sont dupes de ce qu'ils voient. Ça veut dire que beaucoup de visiteurs peuvent prendre à plus ou moins d'un degré une certitude de ce qu'ils voient. Mais en tout cas, ce qu'ils sont certains, c'est qu'ils ne sont pas comme ceux qui sont exhibés. Déjà, eux-mêmes ne sont pas exhibés. Ceux qui sont exhibés, ce sont les autres. Et cette distinction, cette différenciation, cette frontière qui existe, que ce soit avec une cage ou une fosse ou tout simplement un petit fil entre le visiteur et le visité, fabrique déjà une forme de hiérarchisation du monde.
Je disais qu'il y a un deuxième phénomène qui se passe en même temps que ce phénomène de construction de l'ordre du monde à travers les races, c'est le phénomène des empires coloniaux. Alors, dans la matrice des empires coloniaux, au-delà de la conquête, au-delà de l'occupation des terres, et qui est le 19e siècle et le partage du monde entre les grands empires, à la fois européens mais aussi l'Amérique, parce qu'on oublie très souvent que l'Amérique était un empire colonial, Hawaï, Porto Rico, Haïti, mais aussi des populations beaucoup plus lointaines comme les Philippines, par exemple, le Japon a été un très grand empire colonial depuis la conquête de Taïwan, donc Formose, la Corée et après la Mandchourie. Donc ces pays-là vont avoir besoin de convaincre leur population qu'il y a une légitimité coloniale, une grandeur coloniale à travers cette démarche d'empire. Et la meilleure manière de le faire, c'est de faire de la propagande pour justifier auprès des populations occidentales l'intérêt de ces empires et de ce qu'ils apportent comme richesse. Et les expositions officielles vont devenir les meilleurs endroits, quelque part, pour mettre en scène d'une certaine manière cette grandeur impériale et faire cette propagande. Et qui dit exposition dit exactement la même matrice que pour les expositions universelles, c'est une volonté de reconstitution, de mise en scène de ces mondes exotiques lointains. Et de toute évidence, ils vont prendre le modèle en fait des impresarios privés qu'ils vont reproduire à l'intérieur des grandes expositions coloniales. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut faire venir les visiteurs. Et la meilleure manière de faire venir les visiteurs, certes, c'est de reconstituer le temple d'Angkor, comme pour l'exposition de 1922 à Marseille ou 31 à Paris, mais c'est aussi d'avoir des figurants dans cette mise en scène coloniale. Parce que le figurant, à la fois, est attractif pour le visiteur, il fait vivre comme là-bas l'ambiance, ça va être la rue du Caire, ça va être l'ambiance du village exotique à Namit, ça va être le village africain, ça va être les piroguiers à Marseille qui vont être mis en scène et qui vont faire voyager le visiteur, mais en même temps, il contribue à la monstration coloniale. Il contribue d'une certaine manière à montrer qu'il y a une maîtrise de ces terres et de ces populations. La preuve qu'on les maîtrise, c'est qu'on les exhibe. Vous voyez bien que d'un seul coup, le zoo humain va arriver à un carrefour triple. Le premier carrefour, c'est celui du monde du spectacle et qui va être de plus en plus croissant et cela va durer jusqu'au milieu des années 30. Vous avez un deuxième temps, un intérêt de la science et un intérêt des savants pour ces spécimens vivants qui arrivent en Occident, qui vont pouvoir être des sujets d'études. Et vous avez un troisième niveau qui est celui des expositions coloniales, celui de l'univers de la propagande coloniale, qui va avoir besoin de ces populations pour arriver à mettre en scène leur discours. C'est pour ça que le zoo humain, il arrive à un moment, je dirais, à la fois majeur et de basculement. Le zoo humain, il accompagne le moment où, d'une certaine manière, on construit la dialectique entre civilisé et sauvage, qui est la base même à la fois du discours savant sur la construction hiérarchique du monde, mais surtout qui est à la base même du discours colonial. S'il y avait égalité entre les hommes et les femmes, il ne pourrait pas y avoir de justification de la colonisation. Pour qu'il y ait une justification de la colonisation, il faut que, d'une certaine manière, tout le monde soit convaincu que les populations ne sont pas au même gradage, au même niveau de civilisation, et que certains ont besoin de guider les autres vers la lumière. Et donc, quelque part, vous devez prouver que l'autre n'est pas au même degré de civilisation que vous. Vous devez le montrer. Et le meilleur endroit pour faire prendre conscience aux populations occidentales de cette soi-disant différence de graduation dans la civilisation ou d'infériorisation de l'autre, vous prenez le terme que vous voulez, c'est le zoo humain. Le zoo humain, vous n'avez pas besoin de le dire, vous le montrez. Vous n'avez pas besoin de le prouver, c'est une évidence. Bien sûr, tout le monde n'est pas forcément convaincu. Certains vont même être choqués par ce qu'ils voient. D'autres vont douter. D'autres se poseront des questions. Mais je vous rappelle que pour les zoos humains, on estime qu'il y a eu entre 1,4 milliard et 1,6 milliard de visiteurs dans le monde. 1,4 milliard et 1,6 milliard entre 1815 et 1935. C'est-à-dire, c'est un phénomène massif et qui, d'une certaine manière, est la démonstration à la fois ludique, savante, éducative et coloniale de tout ce qui est la matrice du monde à cette époque-là, qui devient une matrice double, d'abord d'une construction d'un imaginaire de hiérarchisation des races où le blanc serait au-dessus, pour faire à peu près simple, qui est à peu près ce qui ressort du débat scientifique savant de tout le 19e siècle, et d'un autre côté, d'à peu près 75% des terres émergées à l'époque sur la Terre qui appartiennent aux grands empires coloniaux. Donc le zoo humain devient ce réceptacle, cet endroit, cet émetteur, si vous préférez, d'une forme de légitimation du monde. Alors, quand on a posé ces éléments-là, on peut se dire que le zoo humain, en termes d'effets, il est multiple. Il n'est pas simplement de croire que le sauvage existe. Bien sûr que c'est un des éléments de la matrice du zoo humain et que le public, plus ou moins convaincu, en tout cas, va se dire qu'il existe des êtres différents que lui sur le reste de la Terre. Mais cet élément-là, il n'est qu'un des tout petits éléments.
de ce que produit le zoo humain. Le zoo humain, d'une manière inconsciente, et notamment pour les jeunes et les enfants qui y vont, puisqu'on allait pique-niquer au jardin d'acclimatation en famille, l'exposition coloniale de 31, c'est un véritable spectacle. Et les zoos humains, en plus, étaient des lieux presque avant le plateau de cinéma à inventer une mise en scène incroyable et spectaculaire. Quand vous voyez les spectacles d'Hagenbeck, c'était de véritables mises en scène. On venait 4-5 heures pour assister à un spectacle complet. Et ayez tous en tête, rappelez-vous des spectacles de Buffalo Bill. Et Buffalo Bill fait partie du zoo humain. La mise en scène même des spectacles de Buffalo Bill, c'est du zoo humain. Sauf qu'on reconstitue le western après la réalité des guerres indiennes, pour le public notamment européen et américain, et notamment européen, où Buffalo Bill fera une immense tournée après celle de Barnum, notamment celle de 1905. Il va faire, je crois, plus de 210 étapes dans toute l'Europe, où il va raconter l'histoire de l'Amérique à travers ces étapes. Et le western n'existe pas parce que le cinéma n'existe pas encore de manière massive à l'époque. Et donc, va se fabriquer à ce moment-là toute une matrice du monde, mais qui fabrique aussi les identités des populations visiteuses. Car on est au même moment en train de fabriquer les identités nationales. C'est le moment où l'américain se fabrique, c'est le moment où le russe se fabrique, c'est le moment où le français se fabrique, qui est maintenant dans ses frontières définitives. C'est le moment où l'allemand se fabrique, qui est encore une nation jeune. L'Italie, j'en parle à peine. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le zoo humain, l'autre se fabrique tout autant que celui qui vient visiter. C'est l'exemple archétypal pour moi et que je trouve fascinant, c'est l'exposition de Genève de 1896, où les Suisses, à côté d'un village noir, alors qu'ils n'ont pas d'empire, je vous le rappelle, à côté d'un village noir, font un village suisse, en Suisse, pour un public suisse. Vous direz à quoi ça sert? Ça sert à fabriquer l'identité suisse commune. Être suisse ne veut pas dire grand-chose en 1896. Et ça devient quelque chose à partir du moment où on le voit, où on le met en scène, où on le met en spectacle, si vous préférez. Et surtout, que l'on met ce spectacle en comparaison du village noir. La première définition du Suisse, c'est qu'il n'est pas noir, c'est qu'il n'est pas un sauvage. Et donc la construction, y compris d'ailleurs folklorique du Suisse qui va avoir lieu dans le village suisse, ça va être de fabriquer cette monstration. Et quand je vous parle de village suisse, je vous parle aussi d'une manière de fabriquer des populations européennes à travers les villages qu'ont représenté par exemple les villages bretons. Quand vous êtes à Nantes en 1910, vous avez à la fois un village africain et vous avez un village breton à côté, à Nantes-Exhibé. Vous avez des villages flamands, vous avez des villages basques, vous avez des villages corses qui vont être organisés en même temps que d'autres. Et en Angleterre, par exemple, le must du must, dans l'empire colonial britannique, c'est le village irlandais. Parce que vous fabriquez aussi l'identité du colonisé à travers ça. Vous ne fabriquez pas simplement l'identité de celui qui vient voir. Vous êtes dans une matrice qui a pour fonction de construire la place de chacun dans l'ordre du monde. Et le zoo humain, c'est l'un des rares vecteurs qu'il y a. Alors bien sûr, vous avez la grande presse et vous avez la littérature à l'époque, ce qui est extrêmement important. Mais le zoo humain est la, je dirais, concrétisation par le réel, par le vivant, de cette manière d'inventer le monde. Et en plus, c'est ludique. Et en plus, vous jouez sur la curiosité. Et en plus, vous jouez sur une dimension capitalistique qui fonctionne, puisque s'il y a des visiteurs et des visités, c'est qu'il y a des tickets d'entrée. Et si les impresarios partent au bout du monde pour ramener des troupes de plus en plus étonnantes, de plus en plus folkloriques, de plus en plus, je dirais, sauvages, c'est bien qu'il y ait une possibilité de retomber sur ses pieds économiquement, parce que vous ne pensez quand même pas que ces impresarios faisaient ça uniquement pour la gratuité et le bonheur de voir du monde venir visiter. Ça rapportait de l'argent. Et ça rapportait de l'argent parce que les troupes, en plus, étaient dans un véritable modèle économique. On savait qu'il fallait 4, 5, 6 ans pour amortir la venue d'une troupe à l'époque. Tout ça s'inscrit dans un monde où donc chacun y trouve quelque part une part d'intérêt. Ce qui est aussi fascinant à comprendre, c'est l'envers du décor. Au début, les populations captées, capturées, vous prenez le terme que vous voulez, bien entendu, n'étaient pas volontaires. On ne leur demandait pas leur avis et on leur racontait surtout pas ce qui allait leur arriver et on ne se posait pas beaucoup la question de leur devenir. Beaucoup, d'ailleurs, ont connu des destins assez terribles dans les premiers temps des exhibitions. Et pas du tout pour une raison morale, et pas du tout pour une raison de prise de conscience par les impresarios de ces situations inacceptables, c'est que très rapidement, ils vont se dire que celui qui est capté n'est pas un bon acteur de la mise en scène. Celui qui n'est pas volontaire dans l'exhibition ne peut pas jouer au sauvage. Et d'ailleurs, un sauvage qui ne bouge pas assis au milieu d'un espace, comme certains visiteurs ont pu le dire sur des troupes qui sont arrivées au jardin d'acclimatation très tôt, n'a aucun intérêt. Le visiteur ne vient pas les voir. Le visiteur, face à quelqu'un de passif dans un enclos, ne fait rien. Ce qu'il a besoin, c'est de voir un sauvage qui ressemble à un sauvage. Il a besoin d'avoir le sauvage qu'il a vu dans la littérature, dans Jules Verne. Il a besoin de voir le sauvage dont on lui parle avec des plumes et des arcs. Il a besoin de voir un sauvage qui est différent du sauvage d'avant, qui va donc être spectaculaire. Et donc, très vite, les impresarios vont se rendre compte qu'il faut professionnaliser la chose. C'est ça qui est le deuxième élément qu'il faut parfaitement comprendre dans l'invention du sauvage. Sinon, on prend le zoo humain
uniquement à travers une valeur morale d'analyse, et on ne comprend pas ce qu'a produit le zoo humain à travers justement la fabrication du sauvage en termes d'imaginaire. C'est que très vite, on va négocier avec les troupes. Alors, je vous passe les détails sur la rémunération des populations, je vous passe les détails sur les contrats qui existent, notamment vous les découvrez chez Hagenbeck, où c'était les chefs de famille qui prenaient l'argent ou les chefs de village. On est entièrement d'accord dessus. Mais on va jouer cette fois-ci sur l'idée du volontariat, ce qui change tout. Ça change tout parce que celui qui joue au sauvage, on lui demande de jouer au sauvage. Celui qui va faire le spectacle du sauvage va rentrer dans des spectacles intimement millimétrés, où toutes les heures, il doit reconstituer la même scénette qu'il avait jouée une heure avant. Et on va rentrer dans un monde du spectacle où le sauvage doit jouer au sauvage et faire croire au public qu'il est sauvage. Et tout ça est un jeu de rôle. Ça ne veut pas dire que tous les publics ont été convaincus par ce qu'ils voyaient. Et d'ailleurs, très tôt, des savants vont commencer à douter de la qualité ethnographique des troupes, puisqu'elles changeaient de nom quand elles franchissaient les frontières. Mais on rentre dans la modernisation du modèle, dans la professionnalisation du modèle. Et d'un seul coup, on ne va plus regarder l'autre d'une manière ethnographique. On va demander à l'autre de se construire comme un sauvage aux yeux du public qui vient le visiter. Et donc, au lieu de remettre en question la part d'humanité de chacun, non, le spectacle va l'emporter. La fiction va, si vous préférez, l'emporter sur le réel. Et le but va être de fabriquer du sauvage tel que le public attend de voir un sauvage. Et il y a déjà des codes qui sont fixés. Et donc, vous imaginez bien que chacun impresario va essayer de trouver la troupe la plus fantastique et lui faire jouer le spectacle le plus merveilleux pour que le public revienne avec les animaux les plus étranges. C'est là aussi où on rentre dans quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que la race, l'empire colonial, les identités vont donc se construire au reflet de quelque chose qui est ni plus ni moins qu'un monde totalement fabriqué et imaginaire. C'est pour ça que quand on appréhende le zoo humain, il y a cette dimension morale et humanitaire qui est notre premier réflexe à avoir dessus, mais on oublie extrêmement souvent d'analyser aussi toute la dimension de mise en scène, toute la dimension de construction qu'il y a derrière, et donc en même temps toute la construction idéologique. Je le disais tout à l'heure, je l'ai dit 2 fois, qu'on pense aussi très souvent que le zoo humain n'a été qu'un modèle européen lié aux empires coloniaux. C'est véritablement oublier une dimension majeure que l'Amérique, comme le Japon, ont joué tout autant sur les zoos humains. L'Amérique, extrêmement tôt avec ses spectacles, puisque la plupart des grands spectacles ont lieu là-bas avec les Barnum, les Buffalo Bill, et vont totalement marquer la culture américaine qui va elle-même se construire à travers ça. Et quant à Chicago, en 1893, par exemple, elle exhibe des villages noirs ou elle exhibe des pygmées, ou à Saint-Louis en 1904, c'est pour tenir un discours sur les propres Noirs qui vivent en Amérique et un discours auprès des Blancs sur que sont en réalité les Noirs et les Africains. De la même manière, elles vont exhiber toutes les populations philippines, les Ingoro, notamment à l'exhibition de 1904 à Saint-Louis pour justifier leur empire colonial. Ils vont fonctionner de la même manière que les empires européens. Et les Japonais, c'est exactement la même chose aussi. Je pense à l'exposition, par exemple, de 1903 à Osaka, qui est une des plus grandes expositions qui va être faite à l'époque. Et l'exposition d'Osaka va être une exposition qui va bâtir d'une certaine manière une légitimité de l'empire japonais en construction, à la fois en Corée, par rapport à Formose et par rapport aux populations intérieures du Japon comme les Ainu, et va fabriquer à ce moment-là, d'une certaine manière, une société idéale et coloniale que les Japonais vont faire de la même manière que les Européens. Et c'est là qu'on a une dimension monde qu'il faut maîtriser. Certes, avec des fois des décalages d'une décennie ou de 2 décennies, mais à peu près tous les pays du monde qui sont des puissances coloniales à l'époque, à l'exception de la Russie, qui est aussi une forme d'empire colonial à sa manière, et l'Empire ottoman, vont arriver à fabriquer des structures visuelles, propagandistes, de construction du monde, à peu près sur le même modèle. Et quand vous regardez Osaka, qui est pour moi assez fascinant, ou quand vous regardez les grandes expositions coloniales japonaises qui vont à peu près s'enchaîner tous les 2-3 ans après Osaka, vous avez aussi des Blancs qui sont exhibés. Parce que les Japonais se présentent comme supérieurs au monde. Et donc, ils reprennent le même modèle, mais en se plaçant, eux, en haut. Et c'est ça qui est intéressant à voir dans le zoo humain, c'est qu'il arrive à fabriquer du vrai en partant de la fiction. Alors, quand on déconstruit ces éléments-là et qu'on se pose la question de ce qu'ont amené les zoos humains, il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister avant de vous donner la parole qui me paraissent extrêmement importants et essentiels. Le premier point, c'est que les zoos humains ont fait passer le discours du racisme scientifique savant, qui était un discours extrêmement élitiste, qui était un discours qui, quelque part, a été peu partagé. Gobineau n'a jamais tiré plus de 4000 exemplaires de son livre dans ses premières éditions. C'est un discours qui était extrêmement dans des petits cénacles. Mais le zoo humain va populariser, d'une manière extrêmement simplifiée, on est tous d'accord,
le discours savant de l'époque. En gros, va rendre accessible à tous, dans une société où l'image domine et où le spectacle est la manière première du véhicule de la culture et de la connaissance, va totalement fabriquer, à travers le zoo humain, cette croyance qu'il y a une hiérarchisation du monde. En gros, on passe d'un racisme scientifique à un racisme populaire, un ordre du monde normal. Et pour moi, mais là-dessus, ça peut être mis en débat avec vous dans la conversation que l'on a et dans les différents ouvrages qu'on a pu faire, l'exposition ou le film Sauvage au corps du zoo humain qui est passé il y a 2 ans sur Arte, vous avez dû voir le travail qu'on a fait sur cette question pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment le mécanisme, le véhicule, si vous préférez, pour aller d'un discours savant, en gros, qui émerge à la fin du XVIIIe siècle et se fixe au début du XIXe, et de l'emmener vers une culture populaire large en moins d'un siècle. En 1900, l'ordre du monde est pensé à travers cette grille de lecture. Et les zoos humains ont été un des véhicules majeurs pour ce passage d'un discours savant vers un discours populaire. Deuxième idée qu'ont amené les zoos humains, qui correspond au titre de la conférence de ce soir, c'est la légitimité des empires. C'est cette démonstration qu'il y a bien des populations, que disait Jules Ferry à sa manière en 1885, un droit des races supérieures sur les races inférieures. Le zoo humain, c'est la démonstration la plus parfaite qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, et que donc, l'une des missions des races supérieures, ce serait d'éclairer les races inférieures vers la lumière. Et donc, c'est un des éléments de la justification coloniale, la mission civilisatrice, la supériorité en tout cas du colonisateur, que les zoos humains vont rendre évident, tangible. Exhiber l'autre, c'est par définition imposer un pouvoir sur l'autre. Exhiber l'autre, c'est d'une certaine manière montrer qu'on est supérieur à l'autre. Il y a celui qui exhibe et celui qui est exhibé. Et ce n'est pas la même part d'humanité. Vous fabriquez une forme de distanciation à travers ça qui fonctionne parfaitement dans ce qu'on peut appeler le mécanisme intellectuel de la légitimité coloniale. Troisième dimension qui est essentielle, ça a fabriqué alors quelque chose qui aujourd'hui nous pensons que c'est un peu inconscient ou un peu secondaire, mais qui reste dans nos images. Rappelons-nous quand on est enfant et que si on avait demandé quand on était tout petit à l'école de dessiner un sauvage, on sait tous à quoi ressemble un sauvage. En fin de compte, quand on était enfant, on pouvait dessiner des sauvages. Parce que le sauvage, il a des plumes, il a un arc, il est à moitié nu, il n'est pas habillé. Alors on ne sait pas trop quel être hybride il est, mais le sauvage est quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction et rentré dans notre culture populaire. Et les zoos humains ne sont pas le seul véhicule, bien sûr, qui ont porté cette image, mais sont un des éléments qui a popularisé cette idée du sauvage. Et le sauvage, c'est l'antithèse du civilisé. Le sauvage, c'est celui qui n'est pas rentré dans le monde de la lumière. Le sauvage, c'est celui qui n'est pas encore comme nous et qui ne sera peut-être d'ailleurs jamais comme nous. L'affiche, c'est un pur hasard, qui est derrière moi parce qu'elle est toujours sur ce mur-là et que je ne devais pas être sur cet ordinateur-là ce soir, mais l'affiche qui est derrière moi, vous la voyez mal, mais vous la voyez. Voilà. Vous voyez bien qu'on est en train de parler de peuplade sauvage. On est en train de raconter à travers cette exhibition, qui est aussi une photo qui existe de l'époque, mais c'est aussi que Robinson, qui passait dans les différentes villes européennes et notamment en France, présente des populations qui sont aussi pas simplement considérées comme sauvages au sens qu'il faut les civiliser. L'une des publicités du cycle Robinson, c'était « Venez les voir avant qu'ils ne disparaissent de la surface de la Terre ». C'est-à-dire que pour certaines de ces populations, on est en train de considérer qu'ils ne seront jamais civilisés et qu'ils seront d'une certaine manière incapables de s'adapter au monde moderne. Et on attire le public en disant « Venez les voir avant qu'ils ne disparaissent définitivement de la surface de cette Terre ». Tout ça fabrique une matrice, une manière de penser. Et tout ça a été popularisé à travers les zoos humains. Du moins, c'est ce que l'équipe sur laquelle nous avons travaillé ensemble sur cette thématique depuis des années pensons. Le zoo humain est un maillon essentiel de la compréhension de ce 19e et de ce 20e siècle, de ce qui a fabriqué une certaine construction du monde. Et une construction qu'en fin de compte, il a fallu attendre les indépendances et il a fallu attendre, on va dire, pour les États-Unis, la lutte des droits civiques et pour l'Europe, la fin des empires coloniaux, voire d'attendre jusqu'à la fin de l'apartheid pour rentrer dans une période qui commence à déconstruire ce qu'ont pu amener les zoos humains. Et quand je dis déconstruire ce qu'ont pu amener les zoos humains, c'est compliqué. Parce qu'on a affaire à la fois à un phénomène, je l'ai bien dit tout à l'heure, d'ordre du spectacle, un phénomène qui est à la fois politique à travers les empires coloniaux, mais aussi qui est savant. Et donc, on a du mal à extirper à l'intérieur ce qui est de l'ordre de la mécanique idéologique, de la mécanique du spectacle et de l'ordre tout simplement de la culture populaire. Pour autant, on a affaire à un des vecteurs qui, je pense, a le mieux matricé, du moins le plus efficacement matricé, la vision du monde que nos aînés ont eue et dont on a, d'une certaine manière, hérité. Alors aujourd'hui, et je terminerai par ça avant de vous laisser la parole, dans les zoos humains ressortent beaucoup de choses dans la période contemporaine. D'abord, ça permet, et je le vois notamment quand on travaille avec des élèves sur cette question à travers les expositions pédagogiques qui tournent dans le monde scolaire aujourd'hui, ou les jeunes publics qu'on a eu, l'exposition Quai Branly a fait 370 000
visiteurs, donc vous imaginez bien la masse de jeunes élèves qui sont venus. On voit bien qu'elle est extrêmement importante pour pouvoir expliquer comment le racisme a pu se constituer et se diffuser. Mais au-delà de ça, dans les zoos humains, il y a quelque chose qui ressort et qui est très fort depuis quelques années. Et on l'a vu avec le phénomène de la restitution pas simplement des biens culturels, mais des biens humains. Puisque, je vous le rappelle, notre pays, la France, a rendu, après une longue négociation, on peut le dire, mais après aussi un vote au Parlement français, le corps de la Vénus hottentote à l'Afrique du Sud, qui en 2001 a été enterré, du moins ses restes ont été enterrés en Afrique du Sud, ce qui a inauguré tout un processus pan-européen, notamment de restitution des corps, puisqu'après, il y a eu le célèbre nègre de Bandiérès, et son nom, je n'y peux rien, pardonnez-moi, je mets bien sûr nègre entre guillemets, mais le nègre de Bandiérès, qui avait été exposé dans un musée à Bandiérès, dans un petit musée pas loin de Barcelone, jusqu'aux années 80. Ce qui est fou, c'était un noir empaillé, lui-même empaillé à l'intérieur d'un musée qui était toujours visible il y a encore 50 ans, qui a été rendu au Botswana. Un certain nombre de Fujiens ont été rendus au Chili, ils ont été retrouvés en Suisse. D'autres corps ont été rendus, notamment de Congolais qui avaient été exhibés à Tervuren en 1897. Il y a des procédures sur 2-3 corps qui existent et qui sont identifiés dans des musées aujourd'hui. Et de plus en plus de pays font revenir ces corps. Ils ne les font pas juste revenir parce qu'il y a une volonté, je dirais, hyper nationale d'être enterré chez soi. Ils deviennent des symboles de quelque chose qui leur a été pris, exactement comme le retour des biens culturels. Ils deviennent le symbole d'une histoire et d'un passé, honteux certes, mais qu'il faut remettre à l'endroit. Et quand on a fait le film sur Sauvage au cœur des zoos humains, on a eu une très belle conversation avec quelqu'un que vous voyez dans le film. Ça se passe en Australie, dans une réserve aborigène, et lui-même explique pourquoi il a été retrouvé le corps de son arrière-grand-père, qui avait été lui-même exhibé, puis empaillé. Et dans une pharmacopée dans le sud des États-Unis, il l'avait retrouvé en 1993 et il l'a ramené en Australie pour l'enterrer sur sa terre. Parce que d'une certaine manière, à travers, et pour toutes ces populations qu'on a rencontrées, les Indiens Galibi, les populations au Congo, au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, le retour de ces populations, c'est d'une certaine manière de remettre l'histoire à l'endroit. Car c'est une double humiliation. Une humiliation d'abord dans la manière dont se sont passés les zoos humains, mais aussi une humiliation parce que cette histoire n'a jamais été écrite après et qu'ils n'ont jamais récupéré le corps de leurs ancêtres. Et donc, remettre cette histoire à l'endroit, l'élément le plus symbolique pour beaucoup de populations, c'est le retour des corps. Mais vous savez, nous-mêmes en Occident, le retour des corps, c'est fondamental. Si vous vous rappelez bien toute la dialectique depuis des années sur, par exemple, le corps de militaires, rappelons-nous le corps des soldats français qui n'avaient pas été retrouvés ou américains pendant la guerre du Vietnam ou la guerre d'Indochine, ramener le corps des combattants, c'est quelque chose de fondamental pour que le deuil puisse se faire. Et qu'aujourd'hui, on a ce phénomène depuis 15-20 ans du retour de ces corps des gens exhibés, du moins ceux qu'on a pu identifier, qu'on a pu retrouver, pour pouvoir les ramener dans leur pays. Alors on sait que dans nos musées et nos muséums, et ça, Sébastien pourra en parler tout autant que moi, il reste beaucoup de restes humains de ces personnes qui ont été exhibées. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les savants étaient fascinés par eux. Et quand ils décédaient, ils devenaient des objets de science. Et ces objets de science intégraient les laboratoires d'anthropologie ou d'ethnographie. Et puis après, les muséums, comme à Bourges ou ailleurs. C'est-à-dire qu'ils devenaient des objets de science. Parce qu'ils avaient toujours été des objets de science pour une partie des scientifiques qui les observaient et qui les regardaient. Et dernier point, sur ce qu'ont amené les zoos humains, du moins de ce qu'ont apporté les zoos humains, de ce qui nous signifie aujourd'hui, ils nous permettent, en les étudiant, de comprendre en fait comment a fonctionné les sociétés qui nous ont précédés. Je vais essayer de caractériser ça à travers quelque chose d'assez simple. Nos arrière-arrière-grands-parents, pour la plupart d'entre eux, bien entendu, à part quelques exceptions, n'avaient pas voyagé dans les empires, n'avaient pas été voir les colonies, n'ont jamais connu les colonies. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu un grand-oncle qui était un frère, quelqu'un qui envoyait des lettres, des courriers, des cartes postales, qui en parlait en revenant au pays, on est tous d'accord. Mais la majorité d'entre eux n'ont jamais été dans ces territoires. Et les zoos humains ont été une manière de penser, d'une certaine manière, ces ailleurs, de penser ces colonies, de penser les populations qui y vivaient d'une manière indirecte. Et donc de se faire une idée, si vous préférez, de l'histoire coloniale. C'est ce qu'on appelle en histoire sur ces questions le bain colonial dans la société. Et nos aînés ont vécu dans ce bain colonial de proximité, mais en fin de compte à distance. Ça paraît curieux ce que je viens de dire, mais ils ont vécu l'Empire sans jamais avoir été dans l'Empire. Ils ont vécu ces colonies sans jamais avoir découvert ces colonies. Ceux qui ont visité, par exemple, l'exposition coloniale de 31, où déjà le zoo humain ancienne matrice n'existait plus. On était déjà rentré avec Lyotet dans une vision extrêmement moderne en 31 à Paris, de la manière de montrer les populations.
étaient fascinés en sortant de cette exposition. Ils avaient l'impression d'avoir fait le tour du monde en un jour, comme le vantait l'affiche de l'exposition. Et donc, les Zoïmains ont rempli, on va dire, si on s'intéresse à la période la plus croissante du phénomène, entre 1870 et 1930, pour faire à peu près simple, ces 60 années-là, ont fabriqué à ce moment-là une matrice dont je pense qu'elle a été un élément majeur de la légitimation de ces empires et de la perception même de ces empires et des populations qui vivaient. Enfin, je voudrais juste terminer par quelque chose qui est assez fascinant, c'est comment ces Zoïmains, en fait, se sont terminés. À part quelques exceptions comme l'Expo universelle de 1958 à Bruxelles, où d'ailleurs le village congolais sera abandonné par ses figurants avant la fin de l'exposition, ce qui montre vraiment qu'on a la vraie toute fin du phénomène à la veille des indépendances. Le phénomène des Zoïmains va décroître d'une manière extrêmement rapide dans les années 1930-1935. Et quasi à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il n'a plus beaucoup lieu d'être, à part dans quelques endroits, mais c'est terminé. C'est terminé parce que tout simplement le public n'est plus dupe. Que le public voit ces populations maintenant, depuis la Première Guerre mondiale, présentes en Occident. Il y a en France des travailleurs noirs, africains, antillais, des travailleurs maghrébins, des travailleurs asiatiques, chinois, vietnamiens, laotiens ou cambodgiens. Ce n'est plus une exception. On ne va plus voir le sauvage aux eaux puisqu'il est dans nos rues. Le phénomène aussi s'est tari parce qu'on n'y croit plus. Mais en même temps, il a fait son processus. Il a légitimé les empires, il a légitimé les discours racistes, il a totalement légitimé une certaine manière de voir le monde. Et puis, il y a beaucoup plus fort que les Zoïmains. Il y a quelque chose qui est en train de le remplacer. Il est en train de le remplacer dans la culture populaire, c'est le cinéma. Et très souvent, beaucoup de spécialistes expliquent qu'un film comme King Kong, par exemple, c'est exactement le moment de basculement, où d'un coup le cinéma va beaucoup plus loin que les Zoïmains, beaucoup plus loin que les spectacles. Et le zoo humain, d'une certaine manière, devient beaucoup moins efficace que les films d'Hollywood. Et les films d'Hollywood, je vous assure, vont largement prendre le relais. Et quand vous travaillez sur les 900 à 1000 films qu'Hollywood a fait, uniquement sur l'Afrique noire, je ne parle même pas des autres territoires, vous avez toute une construction du monde qui s'inscrit dans la totale continuité de ce qu'ont été les zoos humains en termes de monstration. D'une certaine manière, le cinéma, puisque le zoo humain, c'était l'invention du plateau de cinéma avant même que le cinéma existe, des animaux, des hommes, des villages reconstitués, un monde exotique inventé. Ils ont inventé le plateau de cinéma avant même Hollywood. Hollywood va reprendre les mêmes mécanismes. Hollywood va reprendre, d'une certaine manière, la même fabrique du sauvage. Hollywood va continuer sur la même tramaison. Et quand vous travaillez sur la production hollywoodienne de ces années, vous êtes halluciné de voir que le mécanisme est guère différent. Et bien, ce basculement des années 30, c'est le passage du zoo humain au cinéma hollywoodien qui va lui aussi, à sa manière, continuer à fabriquer du sauvage. Voilà. J'espère que ce tour à la fois du monde et ce voyage dans le phénomène qu'ont été les zoos humains a répondu, en tout cas, a posé les jalons de l'échange que nous allons pouvoir avoir maintenant. Je vous laisse la parole et je la rends à nos animateurs. Merci Pascal. C'était comme toujours passionnant. Alors on a des questions. Alors il y avait Christine. Je vais vous donner la parole. Allez-y Christine, vous aviez une question. Oui, merci pour cette très intéressante conférence. Moi j'avais une question, c'était par rapport à cette vision que vous avez exposée, dont vous dites qu'elle démarre à partir du 19e siècle, mais en fait je me demandais s'il y avait une différence avec la vision qu'avaient les Européens notamment au XVIIe ou au XVIe siècle, notamment après la découverte des Amériques. Est-ce qu'il y a un changement de vision, ou est-ce que finalement c'est une progression en fait croissante? Christine, c'est une très bonne question. C'est les deux. C'est d'un seul coup un basculement dans quelque chose qui est beaucoup plus proche, si vous préférez, beaucoup plus concret avec l'exhibition. C'est-à-dire que la vision qu'il y avait des populations sauvages et lointaines, qui a existé au XVIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, était en fait une vision ambivalente. Il y avait à la fois de la répulsion et de la fascination, de l'exotisme attirant et en même temps de la sauvagerie mise à distance, de l'humanité et de la déshumanité. C'était quelque chose qui était très complexe. Dans l'espace esclavagiste, il y avait un discours d'une violence absolue. Dans l'espace polynésien découverte, on était beaucoup plus sur quelque chose de totalement exotique. Et puis, il y avait, d'une certaine manière, au XVIe et au XVIIe, encore un débat qui était complexe sur le bon et le mauvais sauvage. Il n'était pas autant tranché que peut l'amener le début du XIXe. Et cette mise à distance qui passait par la peinture, qui passait par la gravure, qui passait par le dessin, quelque part avait une forme de fascination assez étrange sur le corps de l'autre. Il n'était pas que monstrueux.
il y avait, je dirais, un discours à la fois ambivalent, mais qui était très élitiste. Donc, il y a des éléments qui sont puisés dans les siècles précédents. Bien entendu, vous avez entièrement raison. Vous savez bien comme moi que la construction du regard stéréotypé ou la construction du regard sur l'autre est un peu comme un millefeuille. La feuille nouvelle ne détruit pas la feuille d'avant. Et que cette construction va se stratifier siècle après siècle pour avancer vers une fixation du monde sauvage et de l'autre. Et en même temps, il y a une totale accélération avec les zoohumains. Parce qu'on popularise à travers un phénomène maîtrisé auprès du plus grand monde un discours cette fois-ci unique et dominant. Dans le zoo humain, il n'y a plus de dialogue. On peut bien sûr trouver très exotique et très beau, et d'ailleurs ça arrivait, puisqu'il y a même des cartes postales qui se moquent de ça, de jeunes femmes par exemple, ou de jeunes hommes, qui sont fascinés par les populations exhibées, notamment des cartes postales allemandes, où on voit une jeune femme se faire expulser d'un zoo humain par un gendarme allemand, enfin policier allemand, pardon, qui lui dit « pas de ça ici, madame ». Donc on voit qu'il y a une ambiguïté sur les corps exotiques, les corps sexués, les corps torse nu qui pouvaient être montrés, des corps musclés dans une société occidentale qui ne l'était pas. Mais globalement, il n'y a plus beaucoup d'ambiguïté. Donc je dirais qu'il y a les deux. Il y a une accélération, une construction beaucoup plus racialisée, une mise à distance claire, nette et hiérarchique qui accélère le mouvement d'avant. Et en même temps, on va puiser dans les vieux fantasmes de l'Indien sauvage. Vous avez entièrement raison là-dessus. On va puiser dans les images du passé pour être dans une forme de continuum de la question de la sauvagerie et d'identité de l'autre. Donc, rupture et continuité, d'une certaine manière. Très bien. Donc, nous avons une question de Sandrine. Je vous donne la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais souhaité que vous précisiez ce que vous entendez par mise en scène dans vos propos. Si on pense aux mises en scène de théâtre ou d'opéra, par exemple, aujourd'hui, mais si on pense aussi aux mises en scène dans les muséums, puisqu'un muséum, c'est aussi un lieu de mise en scène. Voilà. Est-ce que vous pourriez préciser ce propos? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mise en scène, quand vous évoquez ce concept? Merci. La mise en scène est beaucoup plus proche du monde du théâtre et du monde du visiteur-visité. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de mise en scène dans le zoo humain. Le premier niveau, c'est le décorum. Et il est fondamental. C'est-à-dire que, alors, ça dépendait aussi des budgets qui étaient mis en place par les invitants des impresarios, si vous préférez. Mais le décorum est l'élément premier. Et d'ailleurs, ils vont attacher énormément d'importance à ce décorum. Alors, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, ça va être le célèbre tissu de foire peint pour fabriquer des faux palmiers, des faux décors, comme dans les photographies qu'on connaît de Dalton et autres au milieu du 19e siècle, où on va refabriquer un décor imaginaire. Là, c'est le zoo humain du pauvre. Mais le zoo humain du riche commence par penser le décor. Et le décorum, c'est vraiment cette idée d'un village qui peut se voir d'ailleurs de l'intérieur par le public ou de l'extérieur, et d'être le plus proche possible d'une reconstitution du réel, avec bien sûr un monde en miniature. On fait la mosquée, on fait l'école, on fait l'endroit des lutteurs, on construit un petit point d'eau avec des piroguiers, et on va fabriquer comme ça d'abord le décor. C'est le premier élément de la mise en scène. Le deuxième élément de la mise en scène, c'est les acteurs. C'est comment doivent-ils être habillés? Comment doivent-ils jouer au sauvage? Comment doivent-ils être dans la monstration de ce qu'on attend d'eux? Et donc, il y a un énorme travail qui est fait. Je vois quand les Kanaks, par exemple, arrivent à Paris pour 31, on les fait se déshabiller et on les fait s'habiller comme des sauvages parce qu'ils sont habillés trop à l'occidental, selon les impresarios. Et donc, il y a tout un travail de mise en scène des attributs pour ressembler à ce que doit être l'acteur sauvage sur la scène. Et puis, troisième niveau de mise en scène, qui là est extrêmement intéressant, c'est pour ça que je me distinguerai énormément du muséum et je serai beaucoup plus proche du monde du théâtre, du monde du spectacle, c'est j'allais dire le textuel, c'est le scénario, c'est ce qu'il doit être mis en scène. C'est ce qu'ils vont d'ailleurs recommencer très souvent tous les jours. C'est appris par cœur. C'est de jouer à la mise en scène du défilé de la troupe, par exemple. Ça va être la reconstitution de la lutte des lutteurs sénégalais. Ça va être la procession. Ça va être l'intronisation du roi Makoko. Ça va être à chaque fois des jeux, des scénettes qui sont censés fabriquer pour le visiteur un voyage vers ses ailleurs. Et là, on est très proche du monde du théâtre. On est très très proche d'un monde de l'écriture du spectacle. Le décorum, l'acteur, dans le rôle qu'il doit jouer, dans la mise en scène gestuelle qui est la sienne, et en fin de compte, le texte appris par cœur. J'irai même beaucoup plus loin avec un dernier élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'après le spectacle, là j'emploie le mot spectacle, parce que c'est le mot tel qu'il est pensé à l'époque, souvent c'était les figurants eux-mêmes qui allaient vendre les cartes postales et qui allaient vendre les souvenirs au public qui était présent.
Et donc, c'est un moment qui est assez paradoxal, puisqu'on est soi-disant à distance, et en même temps, c'est le sauvage lui-même qui va vendre la carte postale qui doit effrayer la belle famille ou le grand-oncle ou la grande-tante à qui on allait envoyer en disant « j'ai vu le sauvage », parce que c'est ça qui est fascinant quand on lit ces cartes postales, ce qui est écrit derrière. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui allaient le vendre, comme à la fin d'un spectacle, on irait été vendre un livret. Donc, je serais assez proche du monde du théâtre, parce que c'est un monde d'impresario qui venait pour beaucoup du monde du théâtre ou du cirque. Donc, il y a les deux, mais qui joue sur cette monstration. J'aurais pu parler un peu plus peut-être des animaux aussi qui viennent participer, mais dans l'élément du décorum, parce qu'ils doivent sembler donner ce côté exotique vrai, d'une certaine manière, à la mise en scène. Donc, je serais beaucoup plus proche du monde du théâtre, comme vous l'avez dit, que du monde du muséum. Alors, il y avait une main levée d'Anthony. Je vous donne la parole. Oui, merci. Vous avez parlé de villages suisses, par exemple, qui étaient à côté d'un village exotique, mais on mettait des vrais Suisses dedans aussi pour montrer la différence, ou alors c'était juste une reconstitution, pareil pour le village breton, le village basque dont vous parliez. Ah non, 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 mais il y avait des vrais Suisses dedans, bien sûr. Il y avait, moi, le village breton, j'ai des photos des Bretons qui sont dans le village, ce qui d'ailleurs a sidéré totalement beaucoup des visiteurs qui voient les affiches. Par exemple, j'ai un village alsacien, ce sont des vrais Alsaciens, ce sont des vrais Flamands, ce sont des vrais Basques, ce sont des vrais Corses, ce sont des vrais Bretons. Alors moi-même, je suis breton, donc j'ai été énormément intéressé à ces villages et à découvrir les tournées, comment ça se passait en termes d'habits, en termes de mise en scène, quels étaient les niveaux de spectacle. Ce sont des populations. Alors, on sait qu'il y a des fois eu des populations qui étaient fausses. Quand la caravane égyptienne, par exemple, arrive à Paris, on sait aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé des petites annonces de l'époque, que 60% seulement de la caravane était constituée d'orientaux, au sens large, d'orientaux vraiment au sens très très large. Mais 40% étaient recrutés dans les villes où les gens arrivaient. Et donc, 40% de la troupe, si vous préférez, qui va être exhibée au journal d'acclimatation de la caravane égyptienne en 1892, si ma mémoire est bonne, viennent de Bécon-les-Bruyères et de Levallois. Et les gens vont se grimer la peau pour ressembler à des orientaux. Donc, il y a peut-être eu des faux Suisses dans la troupe des Suisses, mais majoritairement, ce sont des Suisses qui viennent des différentes vallées, des différents cantons et qui jouent qui rejouent la mise en scène folklorique, si vous préférez, comme si on était dans un spectacle du Puy du Fou, avec une reconstitution cette fois ethnographique ou ethnogéographique ou ethno-identitaire, vous l'appelez comme vous voulez. Les Suisses jouent aux Suisses. Et un Suisse qui joue aux Suisses rentre dans la même mise en scène qu'un Africain qui doit jouer à l'Africain. Le Suisse si le Suisse commence à jouer au sauvage, il ne correspond plus au Suisse. Donc ce sont des vrais villages et qui ont, je vous dis, les villages irlandais par exemple, c'est quelque chose qui est un must. Vous le verrez, j'ai ce catalogue, si vous le trouvez dedans, vous avez des photos à l'intérieur des différents villages qui étaient suisses, italiens et qui tournaient de régions. Alors très souvent, ce sont les dernières régions qui sont intégrées dans les marges des nations. Par exemple, pour la France, c'était les Corses, c'était les Occitans, c'était les Savoyards, c'était les Flamands et c'était les Bretons. Bon, les Irlandais, c'est vraiment une situation coloniale avec les Anglais. Vous avez des villages flamands qui pouvaient tourner en Belgique, ce qui est assez extraordinaire. Et vous trouvez ça dans plusieurs pays aussi. Au Japon, par exemple, c'est les villages Aïnous. Et les Aïnous, c'est les populations, si vous préférez, c'est les Indiens de l'intérieur. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Et ce qui a extrêmement marché en Europe, j'ai totalement oublié de vous en parler tout à l'heure, mais c'est les populations nordiques. C'est-à-dire les Lapons qui sont exhibés parmi les premières troupes. Parce qu'à l'époque, ce qui est pour nous n'est plus une dimension peut-être exotique qui a disparu dans la perception humaine. À l'époque, ces populations du Grand Nord sont totalement exotiques. Elles arrivent avec leurs grandes fourrures, les traîneaux, et on joue sur la mise en scène de la même manière qu'on joue sur les populations africaines. En Europe, une des premières troupes qui va faire beaucoup de bruit, c'est des Groenlandais qui viennent. On avait mis notamment cette peinture au musée du Quai Branly sur ces Groenlandais qui auront un impact incroyable et qui auront un succès sans précédent. Alors, il y avait une question et une main levée de Pierre. Je vous donne la parole. C'est bon, allez-y. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci à Pascal Blanchard pour cet exposé extrêmement intéressant. J'avais deux questions, deux curiosités. D'abord, une première concernant les tirailleurs africains. Est-ce que l'irruption dans le champ, notamment en France, des tirailleurs africains a soit commencé à faire évoluer un petit peu le regard de la population,
par rapport à cet exotisme et à ce mythe du sauvage? Ou alors, est-ce que les tirailleurs, dans les endroits où ils pouvaient, les baraquements, etc., pouvaient être regardés, disons, avec le même regard que l'on pouvait porter sur ces zoos humains? Et la deuxième question, c'est par rapport finalement à ce mythe du sauvage. Est-ce qu'il pouvait à l'époque aussi rentrer dans l'activité une sorte de fascination par rapport à nos origines fantasmées, le mythe du premier homme, de la première femme, ou bien est-ce que vraiment ce n'était pas du tout soi-même comme un autre, mais un contre-modèle, un anti-modèle complet, ou bien est-ce que les gens faisaient une sorte de lien historique, aller voir ce qu'ils avaient pu être dans leur tête de nombreuses années avant. Voilà. Très très bonne question. Alors juste avant d'attaquer, je vous montrais juste les images de ces célèbres villages dont je parlais. Vous les avez là, notamment en bas, le village breton pour ceux qui voient. Vous voyez que les villages de population européenne n'avaient guère de différence des autres. Les tirailleurs sénégalais, comme toute la guerre 14-18, c'est une rupture majeure dans le regard qui est posé. Pas simplement pour les tirailleurs sénégalais. Il y a à peu près 1 million de combattants et de travailleurs non blancs qui arrivent en Europe en 4 ans. J'intègre dedans les djihadistes noirs, j'intègre les troupes hindoues qui arrivent à Marseille, notamment pour l'armée britannique, j'intègre les travailleurs indochinois, j'intègre les troupes maghrébines, les troupes africaines, malgaches, antillaises. Et ce choc, il provoque 2 choses qui sont majeures. D'abord, il provoque une rencontre qui n'est plus une rencontre de l'imaginaire et qui n'est plus une rencontre à travers les os humains. La rencontre de la tranchée, de l'hôpital à l'arrière, de l'usine, des champs pour les travailleurs, modifie totalement le rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un regard qui peut encore être un regard curieux, étonné, avec tout l'imaginaire précédent, mais vous vous mettez à parler avec l'autre, vous mourrez avec l'autre dans la tranchée. Il peut être dans le même hôpital que vous, ça change énormément de choses. Et puis l'armée française n'est pas dans le même niveau de ségrégation que l'armée américaine, par exemple. Donc ça va briser complètement l'image habituelle, surtout que la propagande va s'en emparer. Banania, vous le connaissez tous, mais derrière Banania, c'est des milliers d'images avec des marraines de guerre proches de tirailleurs sénégalais qui vont enfin te raconter une histoire par les images aux Français. Et qui vont leur dire quoi? Celui qui était hier un cannibale est aujourd'hui un soldat de la République. Celui qui hier était un sauvage dans sa savane ou dans sa forêt devient le protecteur de la République. Et il y a plus sauvage que lui, c'est l'Allemand. Vous avez même des cartes postales où on voit des tirailleurs sénégalais garder des Allemands en cage et qui disent, la légende c'est « Ti, viens voir le sauvage ». C'est-à-dire qu'il va y avoir une mutation du regard. Parce qu'on ne peut pas dire que la République est sauvée par des cannibales, ce n'est pas possible. Donc on va fabriquer, l'armée française va fabriquer des dizaines de milliers d'images pour d'abord rassurer sur ces tirailleurs sénégalais, notamment eux. On les voit avec des petites filles ou avec des femmes marraines de guerre, et va construire d'une certaine manière, non plus le mythe du sauvage, mais le mythe du grand enfant, sauveur de la République. Et on voit d'ailleurs des dessins de cartes postales aussi, où on voit ces tirailleurs couper les oreilles des Allemands et dire « Regarde, j'ai plus sauvage que toi ». Et quelque part, d'un seul coup, leur sauvagerie devient positive pour sauver la République. Donc ça change tout. Ça veut dire que la manière de montrer ces populations dans les années 20, au lendemain, notamment à partir de l'expo de Marseille 1922 pour le cas français, l'expo de Strasbourg en 1924 ou La Rochelle en 1927, ou Grenoble en 25, on n'est plus du tout dans la même manière de montrer le sauvage. On passe du sauvage à l'indigène. On passe de celui qui était dans les ténèbres, où on jouait sur cet aspect, la sauvagerie absolue, à quelqu'un qui serait sur la voie de la civilisation. Alors, il n'est pas encore comme nous, mais il n'est plus comme l'autre d'avant. Donc cette rupture de la guerre, elle est double. Elle a d'abord été une rupture qui marque un moment chronologique majeur dans un temps des os humains vers un autre temps des os humains, qui va durer encore 10-15 ans, ce que j'expliquais tout à l'heure, et en même temps, ça va fabriquer un nouveau regard sur cet autre, parce que la proximité va avoir totalement changé le regard sur l'ex-sauvage. Deuxième question, elle est complexe, votre question sur qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient voir dans le zoo humain l'autre. Je pense que vous avez raison, pour certains, il y avait cette idée, puisqu'on vendait aussi des races qui allaient disparaître de la Terre. Vous voyez, derrière moi, le cirque Robinson, vous êtes autant dans des races préhistoriques, des populations qui viendraient d'un autre temps que des populations du présent. Donc, peut-être que certains venaient y chercher une forme d'origine d'un temps lointain. Ça peut arriver chez certains. Par contre, il y a autre chose qui était assez omniprésent dans beaucoup de troupes qui étaient présentées, c'est qu'on les présentait comme le chaînon manquant. C'est autre chose. Le chaînon manquant, c'est un peu ce lien
entre le monde animal et le monde des humains. Les Hottentotes, les aborigènes, les pygmées sont véritablement montrés. Les Fugiens d'Amérique du Sud ou les Indiens Caraïbes des Antilles, avant leur disparition, sont vraiment montrés comme les chaînons manquants. C'est-à-dire entre l'homme et l'animal, qui expliquerait à la manière darwinienne, la manière dont le monde se serait fabriqué, et qu'on serait d'une certaine manière une continuité du monde animal, et que ces populations sauvages seraient ce chaînon qu'on attend chercher. D'ailleurs, Cuvier, quand il va couper le corps de la Vénus hottentote pour l'ausculter et en couper en morceaux pour les étudier, puisque c'est tout ce qui s'est passé à ce moment-là, cherche ce chaînon manquant et essaye d'expliquer que cette hottentote est plus proche des singes, des grands singes, que des hommes. Il y a plutôt cette fascination-là, et beaucoup de spectacles vont jouer sur cette idée du chaînon manquant, d'explication du monde, comment on est passé de l'animal à l'homme à travers des populations qui seraient donc des restes, d'une certaine manière, d'un temps lointain, dans lequel on serait, oui, indirectement des descendants, mais beaucoup plus des cousins éloignés, et donc nous, plutôt civilisés. Mais il a pu y avoir, vous avez entièrement raison, certains qui venaient chercher une forme d'antériorité lointaine, de monde disparu qu'on viendrait revoir dans ces eaux humains. Alors, il y a une question de Anna. Anna, je vais vous laisser la parole. Voilà, Bonsoir. vous pouvez parler. Oui, je voulais savoir s'il y avait eu une opposition en fait à ces zoos humains à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et en particulier une opposition qui serait apparue dans la presse. Il y a 3 types d'opposition et elles sont assez bien marquées chronologiquement. Au 19e, essentiellement, les critiques et les oppositions, elles sont liées à des missionnaires, à des organisations religieuses, au monde des églises. Et quand je dis des églises, c'est parce que c'est extrêmement divers, notamment aux États-Unis, dans le monde protestant par exemple, vous avez des gens qui condamnent le fait d'exhiber d'autres hommes, et au nom du principe qu'ils sont des hommes et qu'ils sont chrétiens. Donc ça, c'est un type de critique qui a été beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'ils ont condamné cette exploitation de l'homme par l'homme. Je fais à peu près simple dessus. Comme ils étaient abolitionnistes à une certaine époque, comme ils ont pu être contre les lois de ségrégation à d'autres moments, ils étaient contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est le 19e. Mais vous avez extrêmement peu de critiques politiques, intellectuelles, culturelles au 19e. On en a trouvé extrêmement peu. Petit à petit, au début du 20e, vous avez un deuxième niveau de critique. Alors là, vous allez peut-être vous étonner, celui-là, mais je le trouve très fascinant, des savants qui commencent à condamner ces exhibitions parce qu'ils considèrent que les impresarios sont des menteurs, en fait. Sont des trafiquants de faux sauvages et nous mentent sur l'authenticité de ces sauvages. Dès 1892-93, on voit à la Société d'anthropologie de Paris, on peut lire des articles où les savants commencent à douter de la qualité, de l'origine des gens. Donc en gros, ils nous montraient de faux sauvages qui ne seraient pas authentiques par rapport à ces populations. Donc ils condamnent les zoos humains en disant que ce ne sont plus des objets de science et d'éducation populaire d'une certaine manière. Ce sont des éléments qui nous trompent, c'est du cirque. Et eux, leur critique, elle va être savante. Ils ne nous montrent pas des bons sauvages. Et puis, troisième niveau de critique, j'ai quelques intellectuels comme Léon Berthe, par exemple, qui va commencer à parler dès 1911-12 de clown nègre, et plus tard d'une Paulette Nardal qui fera les mêmes critiques avec une exhibition de négresses à plateau, c'est leur nom, désolé, hein, négresses à plateau, comme ça qu'elles sont appelées à l'époque, en 1930, exhibées au Jardin d'acclimatation. Quand je dis Jardin d'acclimatation, pour tout le monde, c'est l'endroit où vous allez voir la Fondation Vuitton aujourd'hui. Hein. Il y a de fortes chances que la Fondation Vuitton ait été creusée, puisqu'on n'a jamais pu le savoir, puisqu'ils ont refusé qu'on le sache, à l'endroit même où sont enterrés ceux qui sont morts au jardin. Donc à cet endroit-là, il y a une exhibition de négresses à plateau en 1930 que va condamner par exemple Paulette Nardal. Et on retrouve les mêmes critiques chez les Afro-Américains à l'époque. On retrouve les mêmes critiques chez des populations antillaises notamment et caribéennes en Angleterre. On va avoir des critiques qui vont devenir plus intellectuelles, ou soit par les minorités elles-mêmes qui maintenant deviennent des élites dans ces pays et dans les ex-métropoles coloniales, soit par quelques lettrés et par quelques intellectuels qui vont commencer à contester. Je pense à l'exemple des surréalistes, par exemple, et de la CGTU, qui vont contester l'organisation de l'exposition coloniale de 1931 à Paris, avec un très beau texte écrit par les surréalistes. Césaire, Senghor se sont aussi emparés de ces questions. Mais vous voyez, c'est très tardif. Et si on essaye de mesurer le poids de la critique, de la dénonciation des œufs humains, face au poids de ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité et l'acceptation, on est de 1 à 1000, peut-être de 1 à 10 000. La critique a été très, très faible.
et en plus très peu entendue, et en plus très peu opérante. Parce que la critique face à la culture populaire, c'est extrêmement complexe, puisque les gens y allaient pour se divertir. Dans le divertissement, certains étaient pleinement conscients, comme quand vous allez au train fantôme, que tout ça était faux. D'autres, peut-être, y croyaient. Donc, les arguments, si vous préférez, les développements intellectuels, la volonté d'expliquer que le zoo humain est antinomique avec une part d'humanité, avaient très peu d'effet, en fin de compte, sur les millions de visiteurs. Je vous rappelle que l'Expo universelle de 1900, c'est 50 millions de visiteurs. L'Expo coloniale de 31, c'est 33 millions de tickets vendus. On parle de moments massifs. On parle de moments, événements incroyables. Louper l'Expo coloniale en 31, c'était louper l'événement non pas de l'année, l'événement de la décennie. Donc, il y a un rapport d'une critique qui a, en fin de compte, très peu marqué l'ère du temps. Et quand la critique est devenue beaucoup plus affûtée, avec la fin du mouvement Harlem Renaissance aux États-Unis, par exemple, ou avec le mouvement de la négritude, ou avec le mouvement des minorités très fortes et à un moment intellectuellement actives en Angleterre dans les années 45-50, les zoo humains sont terminés. Le dernier moment que je trouve assez fascinant, je le disais tout à l'heure, c'est l'exposition de 58 à Bruxelles, l'exposition universelle de 58, où les intellectuels congolais, alors là on est à 2 ans des indépendances du Congo belge, les intellectuels congolais qui étaient très nombreux en Belgique puisqu'ils faisaient leurs études là-bas, viennent voir les figurants, les artisans du village congolais et leur disent mais partez, vous ne devez pas rester, vous acceptez cette mise en scène de l'État colonial belge. Et là, ça va fonctionner. Tous les artisans auront quitté le village, que je trouve une manière très allégorique de la fin des zoo humains, auront quitté le village avant la fin de l'exposition. Et les derniers visiteurs, les 2 derniers mois de l'exposition de Bruxelles, visiteront un village congolais vide. Mais c'est très tardif. Alors justement, moi j'aurais une question à vous poser. Je voudrais savoir si vous avez trouvé dans la littérature, par exemple, ou par des récits, des histoires de personnes qui ont participé en tant qu'acteurs dans ces zoos humains. Est-ce qu'ils ont rentré comment ils ont été accueillis par leur village? Par exemple, la littérature africaine est quand même très riche. Est-ce qu'il y a des récits qui racontent ce type d'histoire? D'abord, il y a quelques livres qui existent, soit écrits directement par des exhibés, soit écrits par des porteurs de plumes de ces exhibés. On a des récits sur un Indien du Canada, on a quelques récits sur des populations d'Indiens d'Amérique, on a quelques récits aussi sur des Camerounais qui avaient été exhibés en Allemagne. C'est très faible, mais il y a des choses dessus qui nous permettent d'avoir là un premier accès. Il y a aussi beaucoup d'interviews à l'époque. Les journaux locaux allaient voir les sauvages et questionnaient le sauvage. Alors maintenant, la part du vrai et du faux dans les interviews de sauvages dites du chef de village, souvent le chef de village d'ailleurs, il faut faire la part des choses. Sinon, il y a quand même peu de témoignages au retour. Là où on a trouvé des choses, c'est les témoignages plutôt oraux, c'est-à-dire le récit de celui qui est rentré et ce qu'il a raconté, plus que des témoignages écrits. Et là, on connaît pas mal de choses. Nous, quand on a travaillé, par exemple, avec Christian Carambeu sur le retour d'une partie de sa famille, grand-oncle, grande-tante, qui avait été exhibée en 31 au Jardin d'acclimatation de Paris comme des cannibales sauvages, là, on connaît la manière dont le récit a été porté. D'abord, il a été mythifié, le récit. Ils n'ont pas vraiment raconté ce qu'ils ont vécu, parce que ça ne se raconte pas à l'humiliation. Vous vous taisez. Deuxièmement, Carambeu me disait, mon grand-oncle était perçu comme quelqu'un d'extrêmement violent, qui était extrêmement brutal. Et on n'a jamais compris pourquoi. Et il dit, ayant découvert en 1998, l'année de la Coupe du Monde, cette histoire, d'un seul coup, il a compris beaucoup plus de choses de l'histoire de sa propre famille. Dans beaucoup d'éléments, on découvre que le silence a plutôt accompagné le retour. Troisième type d'élément, où là, on a quelques petites choses assez intéressantes, c'est quand les impresarios eux-mêmes, les chefs de village, si vous préférez, comme Thiam, étaient d'anciens exhibés et sont devenus des exhibeurs après. Dans le film Sauvage au cœur des zoos humains, un des portraits, c'est celui de Thiam que nous avons fait. Et Thiam est devenu, à partir des années 1910-1912, un des plus gros organisateurs de tournées de population du Sénégal. Il a même eu la Légion d'honneur en 1922 pour ce qu'il a fait. Et il est devenu un très grand notable sénégalais. Il a été un des plus grands propriétaires du quartier des Orfèvres à Dakar, encore aujourd'hui. Et quand vous arrivez dans la famille de Thiam, vous avez le grand médaillon avec toutes les médailles d'or et d'argent et de bronze qu'il a gagnées dans les grandes expositions pour ses exhibitions de troupes qu'il a proposées. Et lui, c'était l'inverse. Il inversait le discours. Lui, il en tirait fierté.
Il racontait comment il avait fait connaître la culture sénégalaise, comment il avait fait connaître le travail de l'orfèvrerie, comment il avait pu faire vivre 30, 40, 50 personnes qu'il emmenait en Europe, sonnant et trébuchant en les payant. Donc, les témoignages que nous avons, c'est ce bout à bout que nous pouvons faire de tous ces éléments-là, très éparses. Et c'est bien toute une des grandes difficultés de ceux qui travaillent sur les os humains. Il n'y a pas rien, mais il y a peu de choses. Ces choses doivent être prises souvent avec des pincettes par rapport à la manière dont elles ont été racontées. Il y a des éléments qui ont été transmis de mémoire orale, chez les Galibis, par exemple, chez qui nous avons été en Guyane, donc en Guyane française, hein, à l'intérieur du Maroni. Vous remontez une dizaine d'heures en pirogue pour arriver dans ce village où on a été filmé, les gens. Là, la mémoire orale avait marqué beaucoup les choses. La mémoire orale avait, d'abord, il y avait eu 19 des personnes de la troupe qui sont morts, qui ne sont jamais revenus. Donc la mémoire orale, c'était, et à travers la chanson notamment et la musique, c'était de raconter ceux qui ne sont jamais revenus. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, c'était de raconter l'humiliation de ceux qui avaient été montrés au pays des Blancs. Et ça, la mémoire l'avait gardé. Et la mémoire l'avait gardé par la transmission génération par génération, et notamment à travers des récits de vie et surtout de la chanson. D'ailleurs, quand on a montré, si vous voyez le film Sauvage, Au cœur des os humains, vous le voyez à un moment, la jeune dame qui était là était l'arrière-petite-fille de quelqu'un qui n'est jamais revenu, Maliko. Et on lui montre une très grande photo qu'on avait fait tirer en grand format, qu'on lui offrait d'ailleurs, et on la déroule devant elle. Et là, d'un seul coup, pour la première fois, elle n'avait jamais vu cette photo de sa vie, puisque cette photo était conservée en France, et elle voit pour la première fois de sa vie son ancêtre. Et elle reste totalement silencieuse pendant 3 à 4 minutes. Elle ne parle pas, elle ne dit pas un mot. Elle dit, voilà, notre mémoire n'a pas d'image. Parce que nous avons une histoire qui n'est qu'une histoire de mots et de souvenirs. Mais nous n'avons pas les images comme les Blancs, en fait, pour raconter ces histoires et transmettre ça à nos enfants. Ce qui est un vrai problème de patrimoine, c'est qu'au-delà de nous avoir volé nos aînés, au-delà de nous avoir volé nos identités, au-delà de nous avoir volé nos destins, au-delà d'avoir pas rendu à leur terre ceux qui ont été exhibés pour certains qui sont morts de froid, de maladie, de tout ce que vous pouvez imaginer, nous n'avons même pas les images de cette histoire. Les images continuent à appartenir aux Blancs. Et donc, ça avait été très symbolique pour nous de parler en partant des images avec elles, de laisser ces images là-bas aussi, parce que dans la transmission future, l'image va être très importante pour la nouvelle génération, pour ne pas oublier justement ceux qui avant ont été exhibés. Merci Pascal. Dernière question, c'est une question que je vais te poser. Est-ce que tu as est-ce que les os humains existent encore aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui a totalement… alors ça s'appelle plus comme ça, mais est-ce que on a ce type d'exhibition? Bon, tu le sais parce qu'on a déjà parlé ensemble. Certains continuent à penser qu'on peut encore organiser des villages de pygmées, des villages en Bretagne, à côté de Nantes, entre Nantes et Rennes, pardon, en tant que breton, je vais me faire tuer là, entre Nantes et Rennes, il y a eu un village Bamboula, des gâteaux Bamboula Saint-Michel, dans les années 80. Il y a eu en Allemagne, en Belgique, des villages qui ont été organisés, notamment pour des visions de soutien au développement, en disant, voilà, on va organiser des… Mais il y avait tous les travers des os humains et les gens ne s'en rendaient pas. Dans le sud de la France, il y a eu comme ça une troupe d'aborigènes qui a été exhibée il y a 4-5 ans. Il en reste, mais ce sont des phénomènes assez épars et qui maintenant déclenchent généralement assez vite des campagnes de dénonciation. Et on voit bien que ce sont très souvent des petits moments comme ça de revival, mais de quelque chose qui n'est plus acceptable. Par contre, un autre espace a totalement pris le relais et fonctionne de la même manière que les os humains. C'est le web, c'est la culture web, c'est la culture de l'exhibition sur le web. On l'avait dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le premier ouvrage que nous avions écrit en 2001, le sous-titre, c'était des os humains au Loft Story. Loft Story, c'est des gens qui regardent d'autres gens dans la télévision vivre au quotidien. C'est un zoo humain. C'est le mécanisme le plus absolu du zoo humain. On n'a rien réinventé, on n'a pas inventé mieux que le mécanisme. Et tout le monde sait qu'ils sont payés pour jouer à la normalité d'une certaine manière. Et nos enfants, nos ados, regardent ces séries de Love Story pour construire leurs identités. Ça fonctionne de la même manière qu'un zoo humain. Et aujourd'hui, sur le web, vous avez, mais si vous allez voir, vous serez hallucinés, des tas de gens qui s'exhibent de la même manière. Il y a un site de lézardman.com de quelqu'un qui s'est complètement tatoué le corps en vert, coupé la langue en deux morceaux, hein, comme une langue de lézard, et s'exhibe au quotidien comme un lézard, comme un freak show sur son site. Et vous en avez des dizaines sur la terre entière. Et c'est le même mécanisme de curiosité. Monstruosité, exotisme, fonctionne de la même manière dans le regard des autres. Parce que ce regard n'a pas disparu. Ce que vous ne connaissez pas, vous venez le voir. Et le web est devenu un espace incroyable. Et enfin, le monde du tourisme
c'est la troisième dimension, réinvente le zoo humain. Il y a une histoire que je trouve totalement fascinante. Je ne l'ai pas vécue de mes yeux, hein, mais je rêve d'aller la constater de mes yeux. Donc, je te la livre telle qu'on me l'a racontée. En pays Maasai, il y a un village Maasai qui aurait, puisque je ne l'ai pas vu, qui a été construit ou qui aurait été construit spécialement pour les touristes. Et en gros, jusqu'à 16 h le soir, le village Maasai vit comme un village Maasai, tel qu'un touriste veut voir un village Maasai en ayant payé très très cher du tourisme ethnique. Et à 16 h, quand les touristes s'en vont, les derniers, les Maasai quittent le village, font 10 km et reviennent dans leur vrai village. Il y a la même chose sur les femmes girafes. Je crois que c'est dans le nord de la Thaïlande ou dans le sud de la Birmanie, il faut que je vérifie, qui est vraiment un village totalement inventé. Et le pire qui est, mais ça, je crois que je te l'avais montré ou tu l'avais vu sur Internet, vous pouvez tous le trouver. Les Chinois ont inventé à côté, à 200 km de Shanghai, un village troglodyte de nains. C'est incroyable. Si vous regardez les images, vous les trouverez sur Internet en tapant ça. C'est des nains en tutu qui dansent pour les touristes. C'est incroyable. Des nains dans des grottes troglodytes. Autant vous dire que c'est Hollywood à côté n'aurait même pas imaginé inventer ça. Donc, cette dimension de l'exhibition, fantasmatique d'une certaine manière, qui joue sur la curiosité et le malsain, ne disparaît pas complètement. Et dans le tourisme ethnique, ce qui est fascinant, c'est de constater qu'en fin de compte, les gens ne veulent pas venir voir ce qui est, ils veulent venir voir une certaine vision du sauvage qu'ils ont déjà. Et donc, le tourisme ethnique fabrique quelque part, dans certains endroits, comme je viens de les citer, il y en a certainement d'autres sur Terre, exactement ce que le public veut voir. Vous ne dépensez pas une fortune pour voir en fin de compte quelqu'un qui a un iPhone, un casque, une casquette et des baskets. Hein. Sinon, vous ne dépensez pas cet argent. Et donc, il y a quelque chose qui, là, est fascinant de la, je dirais, de la continuité, si on parle du fantasme du zoo humain. Et enfin, dernier point, sur une série télé que vous connaissez tous, qui s'appelle Voyage en terre inconnue, où on peut se poser la question de ce qui reste du mécanisme du zoo humain à travers cette émission. Le people en moins. Mais elle nous interroge en tout cas. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mon ami, mais voilà à peu près les éléments, les mondes, les espaces visuels ou actifs où je pense que l'image perdure et dure. Merci Pascal. Tu as très bien répondu à ma question. On va s'arrêter là pour cette conférence. On te remercie très très chaleureusement pour ton intervention qui a passionné l'ensemble des participants. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous et merci encore de votre invitation. Merci encore Marie-Laure, merci encore à toi. Merci Pascal. À bientôt. À très bientôt. Et en réel, j'espère la prochaine fois, les amis. Ce sera tellement plus agréable. À très vite. Ciao. Au revoir. Au revoir à tous.